Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de la série Présentation des régions du monde. Aujourd'hui, on va parler du Moyen-Orient. Alors déjà, quels pays font partie du Moyen-Orient? Le nom de la région indique qu'elle est à l'est, mais plus à l'ouest que l'Extrême-Orient. Mais c'est à l'est de quoi exactement? La Terre est ronde, rien n'est donc définitivement à l'est ou à l'ouest. Qui a décidé que l'Europe et l'Amérique du Nord étaient l'Occident et que l'Asie était l'Orient? Eh bien, ce sont les Européens qui ont centré le monde sur leur région à l'époque coloniale. Pour un Nord-Américain, l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine et le Japon, c'est à l'ouest. D'ailleurs, en Inde, on ne parle pas de Moyen-Orient, mais d'Asie du Sud-Ouest, pour désigner plus ou moins la même région. Mais bon, comme je suis français, majoritairement regardé par des Français, je vais tout simplement parler de Moyen-Orient comme on le définit en Europe. Le Moyen-Orient, c'est donc l'ouest de l'Asie. Mais où s'arrête-t-il? Autant à l'ouest, la Méditerranée délimite clairement le Moyen-Orient, et encore, on peut se poser la question pour le Caucase ou l'Égypte. Autant à l'est, la limite est bien plus floue. Déjà, historiquement, le nom Moyen-Orient a été donné par les colons britanniques et russes au XIXe siècle, qui se disputaient le contrôle de la région. Du coup, les pays en stand doivent-ils être inclus dans le Moyen-Orient, sachant que le Tadjikistan était colonisé par la Russie et le Pakistan par le Royaume-Uni lorsque ces deux puissances coloniales, ne parvenant pas à fixer leurs frontières, ont donné le corridor de Wakhan à l'Afghanistan? De nos jours, la majorité des géographes vous diront que non, le Moyen-Orient ne s'étend pas jusque-là. Pourtant, ces pays sont majoritairement musulmans, tout comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, mais à la différence de l'Inde ou de la Chine. La limite religieuse est bien plus à l'est que la limite économique, entre les pays riverains du Golfe Persique, qui bénéficient de la rente pétrolière, et les pays d'Asie centrale qui sont bien plus pauvres. Ainsi, l'Afghanistan fait à la fois partie de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, et le Pakistan fait à la fois partie du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Quant à l'Égypte, elle fait à la fois partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et le Caucase, je n'en parlerai pas, car c'est le sujet du prochain épisode de cette série. Une bonne partie du Moyen-Orient a un climat aride, chaud et sec toute l'année. La majeure partie de la péninsule arabique a des précipitations négligeables, moins de 100 mm de pluie par an. Les températures dépassent très souvent les 30 degrés, il arrive même, certaines années, de dépasser ce seuil en plein hiver. Mais certaines régions sont plus arrosées, notamment le long de la Méditerranée où le climat ressemble plus à celui de la Grèce ou de la Sicile. De fortes pluies générant des crues peuvent s'alterner avec des sécheresses d'un mois ou deux. Au Liban, il fait généralement 15 degrés l'hiver, 35 l'été, il tombe entre 500 et 1000 mm de pluie par an, soit autant qu'en France, et environ 10 fois plus qu'en Arabie Saoudite. La Syrie, la Jordanie, le sud-est de la Turquie, la zone où se tient le conflit israélo-palestinien, c'est une zone de transition entre le climat désertique et le climat méditerranéen. On parle alors de climat semi-aride. Notons aussi, tout au sud de la région, en particulier dans l'ouest du Yémen où une chaîne de montagnes arrête les pluies, une influence tropicale. Il y a donc dans cette chaîne de montagnes une véritable saison sèche et une saison des pluies, des températures inférieures à celles qu'on peut trouver plus à l'est en raison de l'altitude. Dans les régions arides, le milieu naturel est le désert. Très rares sont les plantes qui survivent à une telle aridité. Il y a donc de grands espaces où rien ne pousse, parfois entrecoupés d'un dattier par-ci, d'un figuier de Barbarie par-là. Les paysages y sont plus diversifiés qu'on ne pourrait le penser. Certains endroits sont couverts de sable, quand d'autres sont plus rocailleux. Quant aux régions à climat méditerranéen, elles ont une végétation bien plus fournie. Alors, bon, tous les arbres ne supportent pas ce climat, mais ils sont quand même présents. On fait pousser beaucoup de trucs au Liban qu'on ne peut pas faire pousser en Arabie Saoudite. Notons aussi la présence de steppes, c'est-à-dire de prairies où la végétation est peu dense et pousse en touffe, dans la zone de transition au climat semi-aride, mais aussi dans le nord de l'Iran qui est la continuité de l'Asie centrale. Au Moyen-Orient, il y a quelques chaînes de montagnes. L'Iran n'a pas tellement la réputation d'être un pays de montagne, pourtant son territoire est coupé par deux massifs,
les monts Zagros au sud et à l'ouest, dont les sommets ont plus ou moins les mêmes altitudes que ceux des Alpes, et les monts Elbourz au nord, encore plus haut, où se trouve le point culminant de l'Iran, le mont Damavand et ses 5610 mètres d'altitude. Ces deux chaînes de montagnes appartiennent à un plus grand ensemble correspondant à la limite sud de la plaque eurasiatique, se prolonge à l'ouest par le Caucase, puis par les chaînes de montagnes d'Europe du Sud jusqu'aux Alpes, et à l'est par l'Hindou-Kouch qui est la partie afghane de cet ensemble de massifs, puis après c'est l'Himalaya. Mais ce n'est pas le seul endroit au Moyen-Orient où il y a du relief. La limite entre la plaque arabique et la plaque africaine a beau être en mer Rouge, il reste des vestiges du temps où il y avait, en lieu et place de cette mer, des montagnes, en particulier le Sarawat, une chaîne de montagnes parallèle à la mer Rouge sur deux pays, l'Arabie Saoudite et le Yémen. La plupart de ces sommets sont aux alentours de 3000 mètres d'altitude. Cette chaîne de montagnes arrête les pluies venues de l'évaporation de la mer Rouge, ce qui est la cause de l'aridité du reste de la péninsule arabique. On l'appelait autrefois Arabie heureuse, en raison de son climat permettant l'agriculture qui rendait cette région plus riche que les déserts avoisinants. Enfin ça, bien sûr, c'était avant la ruée vers le pétrole des régions plus plates et plus sèches qu'on trouve autour du golfe Persique. Ce n'est pas un hasard si La Mecque et Médine, les villes saintes de l'islam, se trouvent dans cette chaîne. Si c'est là que Mahomet a prêché, c'est parce que c'était la zone la plus dense et la plus riche de l'ère culturelle arabe à cette époque. Quant aux rives de la Méditerranée, on y trouve les monts Liban ainsi que leurs contreforts en Israël et en Palestine. Citons également la Turquie et ses hauts plateaux au centre du pays, où les altitudes sont relativement élevées mais sans relief. C'est plat mais haut. Les densités de population sont plus élevées là où le climat est méditerranéen, c'est-à-dire en Turquie, au Liban, en Syrie, en Israël, ainsi que dans les monts Zarawat, où le climat permet également l'agriculture, et plus faible dans les zones désertiques de la péninsule arabique, en raison du climat qui ne permet pas l'agriculture, ou du moins pas sans irrigation. C'est ce qui explique la présence de villes, à la fois très grandes et très vieilles, dans tout l'ouest du Moyen-Orient. Et là où le climat est aride, il y a des zones plus densément peuplées que le désert environnant, en particulier là où il y a de l'eau ou du pétrole, donc à proximité des fleuves et des puits de pétrole exploités. C'est ce qui explique la présence de grandes villes en plein désert, parfois même plus grandes que certaines villes méditerranéennes, alors même qu'il n'y a presque pas d'habitants tout autour. Autant pour ces populations, s'établir à proximité d'un fleuve n'est pas idiot, autant le pétrole, ça rapporte de l'argent, mais ça se boit pas. Et donc les villes qui ont poussé comme des champignons lors de la ruée vers le pétrole du golfe Persique ne sont pas sans poser des problèmes écologiques et sociaux, liés notamment à l'accès à l'eau potable qui manque cruellement dans cette zone climatique. Dubaï est l'une des villes les plus critiquées par les géographes et les écologistes pour ça, même s'il y en a d'autres moins connus qui sont dans le même cas. Les pays du Moyen-Orient sont, d'après cette carte, des pays plutôt urbanisés. Ils sont au même niveau que les pays européens, même si les causes sont différentes. Si en Europe, c'est le développement économique et l'industrialisation massive des 19e et 20e siècles qui ont causé un exode rural, au Moyen-Orient, des influences climatiques jouent tout autant un rôle que les ruées vers le pétrole du siècle dernier. L'aridité a en effet poussé des populations à s'établir près des fleuves et des oasis, tous au même endroit. La carte indique aussi que parmi les pays les plus urbanisés, on retrouve les principaux exportateurs de pétrole, qui sont les pays les plus développés de la région, où de nombreuses villes ont poussé comme des champignons quand on a découvert un gisement de pétrole. D'autres pays, comme la Syrie, le Yémen ou l'Afghanistan, sont en effet moins urbanisés. Beaucoup de pays du Moyen-Orient sont en toute fin de transition démographique. L'espérance de vie avoisine dans la majorité de ces pays les 80 ans, et les taux de fécondité sont entre 2 et 3 enfants par femme. C'est notamment le cas de l'Arabie Saoudite, de l'Israël, du Koweït, de la Jordanie, du Liban, de l'Oman, de la Syrie. Certains l'ont même achevé et n'assurent plus le renouvellement des générations, comme la Turquie, les Émirats arabes unis ou l'Iran, qui tôt ou tard se retrouveront dans la même situation que les pays développés,
c'est-à-dire qu'ils auront une population vieillissante, bien qu'actuellement seuls 2% des Émiratis, 9% des Turcs et 8% des Iraniens aient plus de 65 ans, puisque leur transition démographique est plus récente que la nôtre. Elle date de la fin du XXe siècle. Du coup, la population n'a pas encore eu le temps de vieillir, certaines générations étant nées lorsque le taux de fécondité valait le double, voire le triple de l'actuel. À l'opposé, citons le cas de l'Afghanistan et de ses 4,5 enfants par femme pour une espérance de vie de 63 ans, ce qui correspond à un pays en train de faire sa transition démographique. Les démographes estiment que sa population passerait de 41 à 75 millions d'habitants d'ici à 2050, soit une hausse de plus de 80% en seulement 30 ans. Certains pays du Moyen-Orient se classent parmi les premiers récepteurs d'immigration au monde, en particulier les exportateurs de pétrole. Les Émirats arabes unis sont le pays ayant la plus grande proportion d'immigrés, 87% de ses habitants étant nés dans un autre pays. En chiffres absolus, ce pays a certes beaucoup moins d'immigration que les pays occidentaux, mais comme il est peu peuplé, on arrive vite à des taux très élevés. Même topo au Koweït, au Qatar et, dans une moindre mesure, en Arabie Saoudite. Cette immigration provient principalement d'Asie du Sud, 20% de ces immigrés étant indiens, et une part non négligeable vient des pays voisins de l'Inde, tels que le Bangladesh ou la Birmanie. Ces immigrants effectuent des métiers peu qualifiés que les locaux ne veulent pas faire, sont très mal payés, voire exploités. Il y a beaucoup d'abus, les patrons gardant très souvent les passeports de leurs employés pour éviter qu'ils repartent. Ils sont bien contents d'avoir cette immigration pour payer leurs salariés une bouchée de pain et les faire travailler beaucoup trop. Il y a également dans ces pays une très forte ségrégation entre locaux et immigrés, les locaux étant privilégiés. Notons aussi l'émigration due à la guerre. La Syrie, en guerre civile depuis 2011, est actuellement le premier pays de départ des réfugiés et demandeurs d'asile au monde. Elle fut longtemps suivie de l'Afghanistan avant que l'Ukraine ne le dépasse et n'atteigne la deuxième position. Ces populations partent principalement dans des pays voisins, en particulier la Turquie pour les Syriens et le Pakistan pour les Afghans, même si une minorité d'entre eux va jusqu'en Europe. Ce sont des gens qui fuient la guerre, bien souvent avec des passeurs. Beaucoup finissent dans des camps de réfugiés, d'autres dans la rue avant de faire régulariser leur situation, ce qui est plus facile dans certains pays que dans d'autres. Déjà, la carte montre une nette disparité entre les pays riverains du Golfe Persique, qui exportent du pétrole, et les autres qui sont plus pauvres. Parmi les riverains du Golfe Persique, l'Irak est le moins développé à cause de la guerre permanente qui fait rage depuis près de 30 ans, mais il n'est pas aussi pauvre que le Yémen ou l'Afghanistan, eux aussi en guerre permanente, mais ne bénéficiant pas de la rente pétrolière. Notons également l'émergence économique d'autres pays sans cette rente pétrolière comme la Turquie ou l'Égypte, qui sont plus ou moins au même stade de développement que le Brésil ou l'Indonésie, avec une classe moyenne qui émerge, mais beaucoup d'inégalités et une industrialisation qui prend de l'importance. En Turquie, c'est surtout l'industrie textile et l'industrie automobile qui regroupent à elles deux 27% des exportations du pays. L'Égypte, quant à elle, est moins industrialisée, bien que la sidérurgie et le textile commencent également à prendre de l'importance. Le tourisme reste de loin le premier moteur de l'économie égyptienne grâce aux pyramides. Les pays du Moyen-Orient ont de très fortes inégalités sociales, parmi les plus élevées au monde. Les 10% plus riches y possèdent 61% de la richesse, contre 36% en Europe occidentale, 47% aux États-Unis et 55% au Brésil. Les pays du Golfe, exportateurs de pétrole, concentrent la plupart des revenus, mais sont aussi les plus inégalitaires de la région. Les 10% des Qataris les plus riches possèdent 90% des richesses. Il n'y a quasiment aucun système de redistribution des richesses. En gros, il y a les propriétaires de puits de pétrole qui sont très riches et les autres qui sont très pauvres. L'histoire du Moyen-Orient commence bien plus tôt que celle d'autres régions du monde, vues sur la chaîne. Le croissant fertile étant le lieu d'apparition de la sédentarisation et de l'agriculture, dès le néolithique, il y a des trucs à dire sur le Moyen-Orient.
C'est là qu'il y a 10 000 ans commence la sédentarisation, apparaissent les premiers villages et l'agriculture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'agriculture qui a forcé les humains à se sédentariser, mais l'inverse. Nos ancêtres se sont sédentarisés quand ils ont commencé à consommer des céréales, mais à l'époque, c'était des céréales sauvages, cueillies dans les prairies. L'agriculture ayant de meilleurs rendements que la chasse et la cueillette, la quantité de nourriture disponible augmenta, faisant augmenter les densités de population. Cela permit aussi à certaines personnes de faire autre chose que de produire la nourriture. Diverses professions se créent à cette époque. C'est également dans l'actuel Irak qu'apparaissent, il y a 5000 ans, l'écriture ainsi que la cité d'Uruk, généralement considérée comme la première ville du monde, dans une région que les archéologues nomment Sumer, correspondant au sud-est de l'Irak. La civilisation sumérienne prospère alors, puis d'autres villages, plus au nord, grossissent également au point de devenir des villes, parmi lesquelles on peut noter Babylone, qui conquiert progressivement Sumer et se taille un vaste empire qui entre en concurrence avec l'Égypte des pharaons, un empire qui s'est construit à la même époque. Vers 2500 avant Jésus-Christ, l'agriculture s'exporte, les processus d'urbanisation s'étendent, gagnant l'actuel Pakistan où apparaît la civilisation de l'Indus, ainsi que la rive orientale de la Méditerranée où émergent les civilisations assyriennes, hittites et cananéennes. Après que toutes ces civilisations, dont on ignore plus de choses qu'on en sait, se soient épanouies, c'est au tour de l'Europe du Sud et de l'Inde de connaître les mêmes phénomènes, l'agriculture s'exportant et permettant une hausse des densités. Ainsi naquit la civilisation grecque, puis l'Empire romain, qui ont tous les deux contrôlé des territoires au Moyen-Orient. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert une large part de la région. Étend son empire jusqu'à l'actuel Pakistan, le Moyen-Orient adopte donc la culture grecque de l'époque. À sa mort, ses généraux se partagent l'empire et cette situation perdure jusqu'à la conquête romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. La culture grecque revient en force lors de la décadence de Rome, Constantinople prenant de l'importance. Mais à la même époque, les Perses ont également un puissant empire qui s'étend du Caucase à l'Indus et entre très souvent en guerre contre les Byzantins. À cette époque, dans les monts Zarawat, il y avait des royaumes, certes petits, mais très puissants économiquement grâce à leur forte production agricole et minière, et qui commerçaient avec les Byzantins et les Perses. Cette situation perdure jusqu'au 7e siècle, époque où apparaît la religion musulmane. Cette religion prend vite de l'importance, ce qui mène à l'apparition du califat, un État dirigé par un calife, c'est-à-dire un chef politique, militaire et religieux. Le califat s'étend très vite. À sa fondation en 622, il ne recouvre que la région où vivait Mahomet, c'est-à-dire vers la Mecque et Médine. Quelques années plus tard, il vint l'Empire perse, prenant l'intégralité de son territoire ainsi que de nombreuses terres byzantines, dont l'actuelle Turquie et l'Afrique du Nord. Alors même jusqu'à conquérir l'Espagne en 711. La religion musulmane s'étend alors sur tout le territoire du califat et même au-delà. Mais déjà, elle se divise. À la mort de Mahomet en 632, deux prétendants au trône s'affrontent, créant les deux principaux courants de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Encore aujourd'hui, l'Arabie saoudite est majoritairement sunnite, alors que l'Iran est majoritairement chiite. Ces deux courants ont des dogmes différents, des rites différents, bien qu'ils s'inspirent tous les deux des versets du Coran. Le califat se scinde en 909 entre une dynastie sunnite à Bagdad et une dynastie chiite au Caire. Les Turcs, peuple vivant initialement en Asie centrale, ont été convertis à l'islam sunnite par des missionnaires arabes au 8e et 9e siècle. Le califat fait alors appel à des mercenaires turcs pour avoir plus d'hommes dans son armée, achète des esclaves turcs dans les villes marchandes d'Asie centrale. En 985, Seldjouk, chef d'une tribu turque, fonde l'empire seldjoukide qui conquiert une part non négligeable du Moyen-Orient. Commençant par l'actuel Iran, il annexe ensuite tout le plateau anatolien où la culture turque s'impose, puis prend Jérusalem en 1071, ce qui est l'événement déclencheur des croisades. Les catholiques d'Europe de l'Ouest leur déclarent la guerre pour reprendre Jérusalem, puis créent des royaumes chrétiens sur les rives de la Méditerranée, qui changent constamment d'allégeance jusqu'à la fondation du sultanat mamelouk, dirigé par des Arabes, puis de l'Empire ottoman dirigé par des Turcs. Ces deux empires ont été puissants à leur époque.
se sont fait la guerre. Ce sont d'ailleurs les Ottomans qui ont fait tomber les Mamelouks en 1517. Les Ottomans sont allés jusqu'à assiéger la ville de Vienne en 1529, ce qui fut leur première défaite importante. C'est au XVIIe siècle que l'Empire ottoman commence vraiment à décliner. Il tombe en 1923 quand la France et le Royaume-Uni, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, se partagent la zone que les archéologues nomment croissant fertile. La Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Irak obtiennent leur indépendance à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puis en 1948, c'est le conflit israélo-palestinien qui débute. Le résultat d'une histoire si chaotique, c'est que de nos jours, au Moyen-Orient, 3 aires culturelles se distinguent. La culture arabe, la culture perse et la culture turque. Toutes les 3 ont connu leur heure de gloire à leur époque, ont leur propre roman national très souvent mis en avant dans cette région où il y a beaucoup de conflits ethniques et politiques. De plus, les 3 peuples ont des origines différentes, chacun a sa racine linguistique. L'arabe est une langue sémitique apparentée à l'hébreu. Les langues sémitiques appartiennent à une famille plus large appelée les langues afro-asiatiques, comptant les langues berbères et certaines langues parlées en Afrique de l'Est. Le turc est une langue turco-mongole, tout comme les langues parlées dans les pays d'Asie centrale couverts de steppes et dont le nom finit en stan. Et le perse est une langue indo-européenne. Si la péninsule arabique, la Turquie et l'Iran se distinguent nettement, sont des aires culturelles bien définies, entre les deux, ce que les archéologues appellent le croissant fertile, c'est une zone de transition et donc un mélange de cultures différentes bien chaotique. C'est là que vivent les minorités ethniques comme les Druzes ou les Kurdes, dont certaines subissent encore aujourd'hui des persécutions. C'est là que se tiennent les principaux conflits ethniques de la région et du monde. C'est aussi dans le croissant fertile que des minorités religieuses, notamment chrétiennes orthodoxes ou coptes, sont présentes, qu'il y a le conflit israélo-palestinien, qu'il y a des pays comme le Liban où 1/3 de la population est sunnite, 1/3 est chiite et 1/3 est chrétienne, alors que d'autres pays comme l'Iran sont quasi exclusivement chiites et ceux de la péninsule arabique sont quasi exclusivement sunnites. Beaucoup de pays du Moyen-Orient sont des dictatures. Sur cette carte, l'écrasante majorité sont classés dans la catégorie régime autoritaire. L'Afghanistan est même le pays le moins démocratique du monde, avec un indice de démocratie de 0,32 depuis que les talibans ont repris le pouvoir. Beaucoup de ces pays sont des théocraties, c'est-à-dire des dictatures dirigées par des extrémistes religieux, où la religion est omniprésente en politique. Il peut y avoir par exemple une police des mœurs qui contrôle que les gens n'enfreignent pas les commandements dictés dans les textes sacrés. C'est le cas en Arabie Saoudite, en Iran, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan où la charia est la base du système juridique. Certains pays du Moyen-Orient sont des républiques, comme l'Iran qui est une théocratie, mais aussi la Syrie ou la Turquie. Notons que les 2 dernières ne sont pas dirigées par des extrémistes religieux, mais par des nationalistes qui sont contre la démocratie et persécutent les Kurdes. D'autres sont des monarchies absolues comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Un roi ou un sultan selon les pays décide de tout sans aucun contre-pouvoir. Depuis 2010-2011, des révoltes ont lieu dans plusieurs de ces pays qui ont évolué en guerre civile avec bien souvent de nombreux camps, un de chaque idéologie, certains pouvant être soutenus par diverses puissances mondiales, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine, enfin les mêmes qu'on retrouve partout dès qu'on s'intéresse à la géopolitique. Même si ça a commencé en Tunisie, ces révoltes ont touché de nombreux pays dont l'Égypte en 2011, puis vers le tour du Liban, de la Jordanie, sans oublier la Syrie. C'est par de telles révoltes que la guerre civile syrienne a commencé. Mais beaucoup de pays ayant connu ces révoltes ont soit eu un bref espoir de démocratie avant de replonger dans l'autoritarisme, soit sont encore en guerre civile en 2024. Certaines villes du Moyen-Orient sont très vieilles. La Mecque était la capitale d'un royaume quand Mahomet prêchait. Istanbul a été fondée par un empereur romain et Jérusalem est encore plus vieille, ayant jadis été une cité cananéenne. Ces villes ont donc un centre historique riche en patrimoine.
D'autres, généralement autour du golfe Persique, ont poussé comme des champignons après qu'on y ait découvert du pétrole. Ce sont des villes très modernes. Il n'y a pas de centre historique mais un quartier d'affaires contenant beaucoup de gratte-ciel. Ces villes, de par leur emplacement souvent dans le désert, leur consommation de ressources, tournant autour des puits de pétrole, sont écologiquement très critiquables. Vieilles villes ou villes pétrolières, tout évolue très vite, ayant de nombreux projets urbains. Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, a vu 8 centres commerciaux ouvrir depuis 2010, ayant des superficies pouvant dépasser les 3000 m². Istanbul se dote d'un nouvel aéroport devant être le plus grand du monde. Le centre de Beyrouth est réaménagé d'une manière aussi intense que Paris l'a été par Haussmann au XIXe siècle. Le métro de Riyad devient automatique, sans chauffeur. Et je ne parle pas de Dubaï et de ses îles artificielles. Bref, les villes du Moyen-Orient ont des projets grandioses, décidés par des acteurs publics et privés dans 2 objectifs. La rentabilité pour les investisseurs, mais aussi le fait d'exhiber la richesse, la grandeur et la modernité de la ville. Si certains de ces projets servent également une partie de la population, beaucoup accroissent les inégalités, sans parler des impacts écologiques d'un tel aéroport ou d'un métro automatique, bien plus gourmand en électricité qu'un métro classique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux, voire éventuellement à me laisser un pourboire sur Tipeee.